Le silence des Alpes était une chose vivante, presque palpable. En 2017, 30 ans après que les derniers cris de souffrance se furent tus, le sanatorium des Alpes N était plus qu'un squelette de béton et de ferraille, dévoré lentement par la nature impitoyable. Ses fenêtres brisées ressemblaient à des orbites vides, fixant la vallée d'un regard mort. C'est dans ce décor de désolation que Léo, un jeune photographe de 25 ans passionné d'exploration urbaine, cherchait la beauté dans la décrépitude. Armé de son appareil photo et d'une lampe torche puissante, il ne chassait pas les fantômes, mais les histoires que les murs en ruine transpiraient encore. Chaque fissure, chaque tache de moisissure était pour lui une phrase dans un récit oublié, et ce jour-là, il était sur le point de découvrir le chapitre le plus sombre de tous, un secret scellé dans la pierre. Il progressait avec une agilité prudente à travers les décombres d'un ancien hall principal, où le sol jonché de verre pilé crissait sinistrement sous ses bottes. Le faisceau de sa lampe dansait sur les murs décrépits, révélant des lambeaux de papier peint floral, vestiges d'une époque où ce lieu se voulait un havre de guérison, et non un tombeau. Léo connaissait bien les lieux de ce genre. Il savait lire leur langage. Il sentait la différence entre un abandon progressif et une fermeture brutale. Ici l'atmosphère était différente, plus lourde. Il y avait une sensation de précipitation, comme si on avait voulu effacer quelque chose à la hâte. C'est cette intuition qui le guida au-delà des zones les plus explorées, vers une aile reculée du bâtiment, où le silence semblait encore plus profond, plus intentionnel. C'est là qu'il le vit, un mur qui n'avait rien à faire là. Au fond d'un couloir obscur, bloquant ce qui aurait dû être un passage vers une autre section, se dressait une paroi de briques rouges. La construction était grossière, le mortier appliqué sans soin, contrastant violemment avec la maçonnerie solide et ancienne du reste de l'aile, édifice. Ce N était pas un mur d'origine. C était un ajout, une cicatrice. Quelqu'un des années auparavant avait pris la peine de murer cet accès de manière permanente. La question s'imposa à Léo avec une force déconcertante. Que voulait-on dissimuler avec une telle détermination? Un simple effondrement structurel n'aurait pas nécessité une telle barricade. C était un sceau, une déclaration muette interdisant l'accès à un secret bien gardé. Une curiosité presque fiévreuse s'empara de lui, éclipsant la prudence qui caractérisait habituellement ses explorations. L'idée de faire demi-tour était impensable. Ce mur N n'était pas une fin, mais une promesse. Il examina la structure, cherchant un point faible. Le mortier friable entre les briques semblait être sa meilleure chance. À proximité, une barre de fer rouillée gisait parmi les gravats, un levier providentiel. La décision fut prise en une fraction de seconde. Il ne s'agissait plus de prendre des photos de la décomposition. Il s'agissait de forcer le passé à parler. Le premier coup résonna dans le couloir comme un coup de tonnerre. Un son sacrilège dans ce sanctuaire du silence. Chaque impact faisait voler des éclats de ciment. Chaque effort le rapprochait de la vérité emmurée. Après plusieurs minutes d'un labeur acharné, une première brique céda, puis une autre. Une petite ouverture apparut, libérant un souffle d'air vicié et glacial, une exhalaison qui semblait venir d'un autre temps. L'odeur était étrange, un mélange de poussière, de produits chimiques et de froid stagnant, une odeur de temps arrêté. Léo sentit un frisson parcourir son échine, un mélange d'appréhension et d'excitation. Il élargit le trou avec précaution, assez pour y passer sa tête et sa lampe. Le faisceau de lumière fendit une obscurité totale, révélant une pièce qui n'avait pas vu le jour depuis des décennies. L'air y était si immobile, si dense, qu'il semblait presque solide. Il venait de percer une capsule temporelle, un fragment du passé préservé de la ruine générale. Il se glissa à travers l'ouverture, atterrissant en silence sur un sol recouvert d'une épaisse couche de poussière grise. La pièce était une sorte de bureau, ou d'archive. Un bureau en métal se dressait au centre, une chaise renversée à ses côtés. Des papiers étaient éparpillés sur le sol, figés dans le désordre de leur chute. Tout était recouvert de ce même linceul de poussière, un témoignage silencieux du temps écoulé. L'atmosphère était suffocante, chargée d'une tension intacte. Était comme si les occupants venaient de s'enfuir, abandonnant tout dans leur précipitation. Léo sentait le poids de l'histoire dans chaque particule de poussière en suspension. Une histoire qui n'avait manifestement pas eu la fin prévue. Il était le premier témoin de cette scène après 30 ans de réclusion forcée. Son regard fut attiré par un objet posé sur le bureau, se détachant légèrement du chaos ambiant. Était un dossier médical cartonné, d'une couleur ocre passée. Contrairement aux autres papiers jaunis et rongés par l'humidité, celui-ci semblait remarquablement intact, comme s'il avait été protégé par une force invisible. Il semblait presque attendre, une invitation muette au cœur du mystère.
L'instinct du photographe laissa place à celui du découvreur. Léo s'approcha lentement, retenant sa respiration. Il sentait qu'il touchait au but, que cet objet était la raison d'être du mur, la clé de l'énigme. Il passa délicatement sa main gantée sur la couverture, dégageant la poussière pour lire l'étiquette dactylographiée qui y était collée. Les mots qu'il y lut n'avaient aucun sens pour lui, mais ils étaient chargés d'une froideur clinique. L'étiquette ne portait aucun nom de patient, aucune identité. Juste 2 mots, tapés à la machine à écrire, nets et impersonnels. Sujet 0. Une désignation anonyme, déshumanisante, qui fit naître en lui un malaise profond. Avec une précaution infinie, il ouvrit le dossier. Les pages à l'intérieur étaient remplies d'une écriture manuscrite nerveuse, mais précise. Des graphiques, des tableaux de dosage, des notes sur des réactions physiologiques. Il parcourut les lignes, ne comprenant que des bribes de jargon médical, mais saisissant l'essentiel. Il s'agissait du suivi d'un traitement expérimental, et les dernières pages décrivaient un déclin rapide et brutal. Était le journal d'une agonie, documenté avec une précision terrifiante. Quelqu'un avait subi un sort terrible entre ses murs. Le faisceau de sa lampe se stabilisa sur le coin supérieur droit de la première page, éclairant une date qui figea le sang de Léo dans ses veines. Ce n'était pas une archive des années 2000 ou même 90. L'encre bleue, bien que légèrement passée, était parfaitement lisible. La date était le 1er juillet 1987. 30 ans. 30 années exactes, étaient écoulées depuis que ces notes avaient été écrites. Il comprit alors qu'il n'avait pas simplement trouvé un vieux dossier oublié. Il tenait entre ses mains un secret que quelqu'un avait cru pouvoir enterrer à jamais derrière un mur de briques. Un secret qui avait survécu à la démolition, à l'oubli et au passage du temps. La question était plus de savoir ce que ce mur cachait, mais qui il protégeait. Le froid du dossier semblait se propager à travers les gants de Léo, mais à des centaines de kilomètres de là, dans un appartement parisien encombré de livres et de coupures de presse jaunies, un autre homme sentit un frisson similaire. Julien Lambert, journaliste d'investigation de 40 ans, vivait entouré des fantômes de son passé. Le plus tenace d'entre eux portait le visage de sa tante, Hélène. Ce matin-là, comme tous les matins, le silence de son appartement était rompu que par le murmure d'une chaîne d'informations en continu sur sa télévision. Il triait machinalement des documents pour une affaire sans importance. Une routine anesthésiante, qu'il avait perfectionnée au fil des ans, pour maintenir à distance la douleur lancinante d'une question restée sans réponse depuis 30 ans, une question qui avait défini toute son existence. Soudain, un nom prononcé par la présentatrice traversa le brouillard de sa concentration. Sanatorium des Alpes. Julien se figea, la tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. Le monde autour de lui sembla s'effacer. Le son, les odeurs, la lumière du matin, tout disparut pour ne laisser place qu'à ces 4 mots. Ils résonnèrent dans son esprit comme un écho venu des profondeurs de sa mémoire, réveillant une douleur qu'il croyait avoir apprivoisée. Ses yeux se fixèrent sur l'écran, où des images des ruines enneigées défilaient. Était le lieu du crime sans corps, de la disparition sans explication, le point de départ de son obsession. Le cœur de Julien se mit à battre avec une violence sourde, un tambour annonçant une tempête imminente. Le reportage continuait, chaque mot ajoutant une couche de glace à la torpeur qui l'envahissait. Un explorateur urbain. Une aile murée. Un dossier médical datant de juillet 1987. La caméra fit un zoom sur une photo du dossier, et même si l'image était floue, Julien crut reconnaître l'aile, écriture précise et légèrement inclinée de sa tante dans les quelques notes visibles. Était impossible. Après 30 ans de silence, de pistes froides et de déni officiel, la vérité faisait irruption dans sa vie par le biais d'un banal reportage matinal. Il sentit le souffle lui manquer, comme si le poids de 3 décennies d'attente venait de s'abattre sur ses épaules. Le passé n'était pas mort, il avait simplement été emmuré, attendant patiemment qu'on vienne le libérer. Un flot d'images submergea son esprit. Le visage souriant d'Hélène, lui offrant son premier livre. Le dernier appel téléphonique, où sa voix semblait tendue, préoccupée. Les jours de recherche vaine, l'espoir s'effritant peu à peu pour laisser place à un chagrin immense et incompréhensible, pour l'enfant de 10 ans qu'il était alors. Cette disparition avait été la fissure originelle, celle qui avait orienté toute sa vie vers la quête de vérités enfouies, le poussant à devenir journaliste. Il avait passé sa carrière à exhumer les secrets des autres, tout en étant incapable de déterrer le sien. Aujourd'hui, un jeune photographe venait de lui tendre l'appel qu'il avait cherché toute sa vie, et il sentait une rage froide et déterminée monter en lui. Cette rage chassa la paralysie,
l'instinct du journaliste reprit le dessus, canalisant le torrent des émotions en une énergie concentrée. Il se rua vers une vieille malle en métal, celle qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, des boîtes d'archives méticuleusement étiquetées. Affaire SA, 1987. Il en sortit un classeur épais, rempli de ses propres recherches, de copies du rapport de police de l'Aile, Époque, de cartes de la région et de photos jaunies d'Hélène, Chantal et Sophie, les 3 infirmières disparues. Tout était là, dormant sous une couche de poussière. Le dossier sujet 0N n'était pas une simple découverte, était la pièce manquante du puzzle macabre qui le hantait depuis son enfance. Leur N était plus à l'attente, mais à l'action. Il n'y avait qu'une seule personne à appeler. Un nom qui représentait à la fois échec de l'enquête initiale, et son seul espoir de la rouvrir officiellement. Il composa le numéro de l'inspecteur Moreau, désormais à quelques mois de la retraite. L'homme qui avait mené les recherches en 1987, et qui, Julien le savait, n'avait jamais vraiment tourné la page. La sonnerie sembla durer une éternité. Chaque bip était un battement de cœur, un pas de plus vers la confrontation avec le passé. Il préparait ses mots, cherchant le ton juste pour convaincre un homme usé par une carrière de déception de replonger dans l'affaire qui avait terni sa réputation et hanté ses nuits. Il devait le faire écouter, le forcer à voir ce que lui voyait, une chance inespérée de rendre enfin justice. Moreau ? La voix à l'autre bout du fil était fatiguée, râpeuse, celle d'un homme qui attendait la fin sans impatience. C'est Julien Lambert. Un silence. Julien sentit l'inspecteur fouiller dans sa mémoire. Le neveu d'Hélène Lambert. Le silence se fit plus lourd, chargé du poids des années. J'ai vu les informations, inspecteur. Le sanatorium. Le dossier. C'est elle. Je sais que c'est lié à elle. Il déballa tout, avec une urgence fébrile, la passion dans sa voix contrastant avec le ton las de Moreau. L'inspecteur écoutait, d'abord avec scepticisme, puis avec une attention grandissante. La mention de la date précise, 1er juillet 1987, la nuit exacte de la disparition, fit basculer quelque chose. Une vieille braise venait de se ranimer dans l'esprit du policier. Moreau, malgré sa lassitude, était avant tout un flic, un vrai. L'affaire des infirmières des Alpes était la grande blessure de sa carrière, une énigme qu'il avait retournée 1000 fois dans sa tête sans jamais trouver le fil. Il avait toujours su que la fermeture rapide du sanatorium pour démolition, quelques jours à peine après la disparition, n'était pas une coïncidence. On leur avait coupé l'herbe sous le pied, effaçant la scène du crime avant même qu'ils aient pu la définir. La découverte de ce dossier, dans une pièce scellée de l'intérieur, était le premier fait nouveau, la première anomalie tangible en 30 ans. « Où êtes-vous, Lambert » demanda-t-il, sa voix ayant perdu un peu de sa fatigue pour gagner en intensité. « On doit se voir. » Tout de suite. Après avoir raccroché, Julien resta immobile un instant, le téléphone serré dans sa main. Un partenariat improbable venait de se reformer, une alliance entre le neveu obsédé et le flic déchu. Il se sentait étrangement calme. La confusion et le choc avaient laissé place à une résolution de fer. Il se dirigea vers la fenêtre et regarda la vie parisienne s'agiter en contrebas, indifférente au séisme qui venait de secouer son existence. Il posa son regard sur une petite photo encadrée sur son bureau. Hélène, souriante, le tenant par la main lors d'une promenade en montagne. Il lui fit une promesse silencieuse. « Je vais te trouver, Hélène. Je vais découvrir ce qu'ils t'ont fait. Après 30 ans de mensonges, nous allons déterrer la vérité, quoi qu'il en coûte. » Mais cela, était que le début de ce qui allait suivre. L'histoire que vous êtes sur le point de découvrir est bien plus qu'une simple affaire classée. C'est une plongée dans les secrets les plus sombres de l'âme humaine. Pour nous aider à faire la lumière sur ces récits oubliés, prenez un instant pour aimer cette vidéo, la partager, vous abonner à notre chaîne, et activer les notifications pour ne rien manquer. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Et posez-vous cette question, que feriez-vous dans une situation pareille? Si un fantôme de votre passé, une injustice jamais résolue, refaisait surface de manière si brutale, pensez-vous que vous supporteriez 30 ans de silence, avant de pouvoir enfin vous battre pour la vérité? Le pacte était scellé. Julien Lambert ne luttait plus seulement contre ses propres démons, mais contre une conspiration qui avait su garder le silence pendant 3 décennies. Lui et l'inspecteur Moreau formaient désormais un duo uni par le même objectif, mais ils ignoraient encore l'ampleur de la tâche qui les attendait, et la puissance des forces qu'ils s'apprêtaient à affronter. Leur première étape était claire et impérative,
mettre la main sur le dossier original du sujet zéro, avant qu'il ne disparaisse à nouveau, emportant avec lui la seule clé capable d'ouvrir la porte de la vérité. Une course contre la montre venait de commencer. Une course pour que la justice, même tardive, puisse enfin être rendue. En 1987, le sanatorium des Alpes-N n'était pas encore le spectre de béton que Léo découvrirait 30 ans plus tard. Était une forteresse de guérison perchée au-dessus du monde, un lieu où l'air pur des montagnes était censé laver les poumons et les âmes des malades atteints de tuberculose. Dirigé d'une main de fer par le docteur Alain Dubois, un homme dont la réputation n'avait d'égal que son ambition, l'établissement jouissait d'un prestige quasi mythique. Mais derrière les façades propres et les sourires professionnels du personnel, l'isolement géographique créait un huis clos oppressant. Les longs couloirs blancs, conçus pour inspirer le calme, semblaient parfois retenir les secrets plutôt que les murmures d'espoir. Était un royaume coupé du reste de la société, où le pouvoir du directeur était absolu et incontesté, un monde où la science pouvait facilement dériver vers des territoires plus sombres, loin des regards indiscrets. Au cœur de ce monde se trouvait Hélène Lambert, une infirmière de 35 ans, dont la rigueur et l'empathie étaient devenues légendaires au sein du personnel. Plus qu'un métier, soigner était pour elle une vocation, une promesse faite à chaque patient qui lui était confié. Elle était l'encre de son équipe de nuit, la conscience silencieuse de l'établissement. Loin de cet univers aseptisé, sa vie était illuminée par son jeune neveu de 10 ans, Julien, à qui elle transmettait sa passion pour les histoires et la vérité. Leurs appels téléphoniques étaient des bulles d'oxygène dans son quotidien exigeant. C'est cette profonde humanité, cette incapacité à voir un patient comme un simple numéro de dossier, qui la rendait si différente. Elle observait tout, notait tout, et c'est cette attention méticuleuse aux détails qui allait bientôt transformer son havre de paix en un champ de bataille morale. À ses côtés, deux ombres fidèles partageaient les longues heures de veille, Chantal et Sophie. Elles formaient un trio inséparable, une sororité née de la fatigue, du stress et des confidences échangées à voix basse dans la salle de repos. Chantal, la plus âgée, était la pragmatique du groupe. Mère de famille, elle avait les pieds sur terre et une méfiance naturelle envers l'autorité, mais elle craignait par-dessus tout de perdre son emploi. Sophie, la plus jeune, venait de terminer ses études. Son idéalisme était encore intact, mais il était teinté d'une naïveté, qui la rendait plus vulnérable. Leurs personnalités se complétaient, la prudence de Chantal tempérait l'impulsivité d'Hélène, tandis que l'enthousiasme de Sophie leur rappelait pourquoi elles avaient choisi cette voie. Ensemble, elles formaient un rempart fragile, mais uni contre le silence et l'isolement des nuits alpines. Le basculement s'opéra sans bruit, au début du mois de juin 1987. Une série d'anomalies, d'abord discrètes, puis de plus en plus troublantes, vinrent perturber la routine bien huilée du service de nuit. Hélène fut la première à les remarquer. Un patient dont l'état se dégradait subitement après l'administration d'un nouveau traitement non répertorié, fourni personnellement par le docteur Dubois. Un autre, dont le décès était classé comme une complication attendue, alors que ses signes vitaux étaient stables quelques heures auparavant. Des ordonnances signées à l'avance, des dossiers médicaux auxquels manquaient des pages cruciales. Chaque nuit apportait son lot d'incohérences, de petites pièces d'un puzzle qu'elle ne parvenait pas à assembler. Un malaise grandissant s'installa en elle, un doute insidieux qui rongeait la confiance aveugle qu'elle avait toujours accordée à la hiérarchie médicale. Hélène garda ses doutes pour elle pendant plusieurs jours, de peur de paraître paranoïaque. Mais le poids du secret devint trop lourd. Une nuit, dans la lumière blafarde de la cafétéria déserte, elle exposa ses observations à Chantal et Sophie. La réaction initiale fut celle qu'elle redoutait. Le scepticisme prudent de Chantal, qui lui rappela le pouvoir du docteur Dubois, et les risques d'une telle accusation. La peur dans les yeux de Sophie. Mais Hélène était préparée. Elle sortit un petit carnet, où elle avait consigné chaque fait, chaque date, chaque nom de patient. Face à la rigueur de ces notes, le doute laissa place à une inquiétude partagée. Ce soir-là, un pacte fut scellé. Elles ne seraient plus de simples exécutantes. Elles allaient ouvrir les yeux, et chercher des preuves, ensemble, quoi qu'il leur en coûte. Leur enquête clandestine commença. Chaque garde de nuit se transforma en une mission périlleuse. Pendant que l'une faisait les rondes, les deux autres comparaient discrètement les dossiers, photographiaient des pages avec un petit appareil jetable, et prélevaient des échantillons des médicaments suspects. Elles découvrirent que tous les patients concernés étaient en phase terminale, des hommes et des femmes sans famille proche, des vies considérées comme perdues par une logique médicale froide et déshumanisée. Le nom d'un laboratoire pharmaceutique puissant, Pharmacorp, revenait sans cesse dans des correspondances confidentielles, qu'elles parvinrent à entrevoir sur le bureau du directeur. La peur était leur compagne constante. Chaque grincement de porte, chaque pas dans le couloir les faisait sursauter. Elles savaient qu'elles marchaient sur une ligne de crête, et que la moindre erreur pouvait être fatale.
La nuit du 1er juillet 1987 marqua le point de non-retour. Profitant d'une absence inattendue du docteur Dubois, qui avait été appelé pour une urgence à Grenoble, elles réussirent à crocheter la serrure de son bureau. Ce qu'elles y trouvèrent dépassait leur pire cauchemar. Dans un tiroir fermé à clé, elles mirent la main sur le protocole complet d'un essai clinique non autorisé. Le document décrivait avec une précision glaciale l'expérimentation d'un nouveau médicament sur des sujets humains, en violation de toutes les règles éthiques. Et puis il y avait ce dossier à part, celui du sujet 0, un patient qui n'avait jamais été officiellement admis. Un fantôme dont la mort atroce était consignée jour après jour. Hélène reconnut son écriture sur une note ajoutée en marge, un témoignage de l'une de ses collègues d'un autre service, aujourd'hui en congé maladie. La vérité était là, brutale, monstrueuse. La terreur se mêla à une résolution sans faille. Elles ne pouvaient plus reculer. Elles prirent la décision de tout révéler. Demain à la première heure, elles contacteraient la gendarmerie et la presse. Conscientes du danger immédiat, elles décidèrent de cacher le dossier le plus compromettant, celui du sujet 0. Hélène se souvint d'une vieille aile administrative, murée des années auparavant suite à un léger affaissement. Était l'endroit parfait. Elles y dissimulèrent le dossier, et Hélène griffonna une dernière note énigmatique sur la couverture, un indice pour quiconque le trouverait. Il nous a découvertes. Il faut garder le froid. Avant de quitter le bureau, Hélène passa un bref appel à sa sœur. Sa voix était tendue mais déterminée. Elle ne savait pas que le docteur Dubois, alerté par un appel, était déjà sur le chemin du retour. Le silence des Alpes allait bientôt se refermer sur leur secret. Le docteur Alain Dubois N. était pas un homme, était une institution. Dans le monde extérieur, son nom était synonyme d'excellence médicale et de dévouement philanthropique. Il était le visionnaire qui avait transformé un sanatorium vieillissant en un centre de recherche de pointe sur les maladies pulmonaires, attirant des fonds et des talents de toute l'Europe. Ses conférences étaient applaudies, ses publications citées en exemple. Pour le personnel, il cultivait une image de patriarche bienveillant mais exigeant, un leader charismatique qui connaissait le nom de chaque employé et s'enquérait de leur famille. Cette façade était sa plus grande arme, un bouclier d'honorabilité qui le rendait intouchable. Il avait bâti son royaume au sommet de la montagne, et personne n'osait imaginer que le roi puisse être un tyran, que derrière le sourire du sauveur se cachait le regard froid d'un prédateur qui ne voyait en ses patients que des opportunités. En privé, le masque tombait. L'ambition du docteur Dubois était une faim insatiable, une force dévorante qui ne tolérait aucun obstacle. Loin des regards du public, sa bienveillance se muait en une impatience glaciale. Toute erreur, toute remise en question de ses protocoles, était perçue comme une attaque personnelle. Ses réunions avec son cercle rapproché étaient des exercices d'intimidation, où sa supériorité intellectuelle était utilisée pour écraser toute forme de dissidence. Il avait le don de vous faire sentir insignifiant, remplaçable. Un mot de travers, un regard sceptique, et vous étiez mis au ban, assigné aux tâches les plus ingrates, jusqu'à ce que vous compreniez le message. Sa volonté était loi. Cette dualité créait une atmosphère de tension permanente. On le respectait publiquement par admiration, mais on le craignait secrètement par instinct de survie, car chacun sentait que sa carrière et sa réputation ne tenaient qu'à un fil. Cette ambition démesurée avait trouvé un allié de taille. Pharmacorp, un géant pharmaceutique aux moyens illimités, et Appel, éthique flexible. Leur partenariat était une symbiose parfaite et monstrueuse. Le laboratoire cherchait à accélérer les essais cliniques d'une nouvelle molécule prometteuse, mais aux effets secondaires potentiellement dévastateurs, et le sanatorium des Alpes offrait le terrain de jeu idéal. Un environnement isolé, une population de patients captifs, et un directeur sans scrupules. Pharmacorp fournissait les financements occultes, qui assuraient le train de vie luxueux de l'établissement et de son directeur, ainsi qu'une protection juridique et politique à toute épreuve. En retour, Dubois leur livrait des données humaines, des résultats rapides, contournant les lourdeurs administratives et les comités d'éthique. Le sanatorium N était plus un lieu de soins, mais une filiale secrète de recherche et développement, où le serment d'Hippocrate avait été remplacé par des contrats de confidentialité. Les sujets de ces expériences N étaient jamais choisis au hasard. Le docteur Dubois avait mis au point un système de sélection d'une cruauté méthodique. Il ciblait les plus vulnérables parmi les vulnérables, des patients en phase terminale, certes, mais surtout ceux qui n'avaient plus de lien avec le monde extérieur. Des travailleurs immigrés âgés, des marginaux sans famille, des personnes dont la correspondance S était tarie depuis longtemps. Des vies silencieuses dont la fin silencieuse n'alerterait personne. Il les présentait à son équipe comme des cas désespérés pour lesquels il tentait un traitement de la dernière chance.
une pirouette sémantique qui masquait la réalité sordide d'une expérimentation à l'aveugle. Ces hommes et ces femmes, venus chercher un dernier souffle d'air pur dans les montagnes, devenaient à leur insu le combustible d'une machine scientifique et financière qui broyait leur humanité pour en extraire des données brutes. Dans les semaines qui précédèrent le drame, une paranoïa sourde était installée au sein du personnel de nuit. Les coïncidences devenaient trop nombreuses pour être ignorées. Des conversations s'arrêtaient net à l'approche d'un cadre de service, des dossiers médicaux disparaissaient des archives pour réapparaître avec des pages manquantes. Beaucoup sentaient que quelque chose de malsain se tramait, mais la peur paralysait toute initiative. Perdre son emploi dans cette région isolée était une condamnation économique, et la réputation du docteur Dubois était si solidement établie, que toute accusation semblerait être le fruit de la folie ou de la malveillance. Hélène, Chantal et Sophie se retrouvèrent ainsi de plus en plus isolées. Leurs questions, même posées avec prudence, se heurtaient à des murs de silence, ou à des regards fuyants. Elles comprirent qu'elles ne pouvaient compter que sur elles-mêmes, et que chaque couloir pouvait abriter une oreille indiscrète. La veille de leur disparition, Hélène appela sa sœur pour prendre des nouvelles de Julien. Sa voix, au téléphone, se voulait rassurante, mais un observateur attentif aurait décelé une tension sous-jacente, une fragilité inhabituelle. Elle posa des questions sur les notes de son neveu, sur son dernier match de football, des banalités qui semblaient soudain chargées d'une importance capitale. Puis, juste avant de raccrocher, elle ajouta une phrase qui résonnerait comme un écho prophétique. « Dis à Julien de ne jamais laisser personne lui dire que la vérité est trop compliquée. C'est la chose la plus simple au monde, même si elle fait peur. » Pour sa sœur, ce « N » était qu'un conseil affectueux. Pour Hélène, C était un adieu déguisé, une dernière tentative de transmettre son essence à l'enfant qui était le centre de son univers. Elle savait qu'elle s'apprêtait à affronter une tempête, mais elle ignorait qu'elle ne reverrait jamais le soleil. Le sanatorium lui-même participait à cette atmosphère oppressante. Son architecture moderniste, conçue pour être fonctionnelle et hygiénique, avait quelque chose d'inhumain. Les longs couloirs carrelés de blanc, éclairés par des néons qui grésillaient doucement, semblaient étirés à l'infini, créant une sensation de désorientation. Les grandes baies vitrées, qui offraient une vue spectaculaire sur les sommets enneigés, agissaient comme des miroirs la nuit, renvoyant aux veilleurs de nuit leurs propres reflets solitaires, les emprisonnant entre la beauté écrasante de la nature et la froideur aseptisée de l'institution. Cet isolement majestueux, vendu comme un atout thérapeutique, était en réalité une arme. Il coupait les patients et le personnel du reste du monde, créant une bulle où les règles de la société n'avaient plus cours, où le pouvoir d'un seul homme pouvait s'exercer sans contrepoids, loin des regards et des consciences. La nuit du 1er juillet 1987 fut le point culminant de cette tension. L'air dans le service semblait électrique, chargé de la peur et de la détermination des 3 infirmières. Chaque geste de leur routine habituelle était empreint d'une signification nouvelle. La préparation d'une seringue, la vérification d'un pouls, la fermeture d'une porte. Elles étaient à la fois chasseresses et proies, se sentant investies d'une mission sacrée tout en étant terrifiées à l'idée d'être découvertes. Après avoir caché le dossier du sujet 0 dans l'aile désaffectée, elles retournèrent à leur poste, le cœur battant à tout rompre. Elles se firent la promesse silencieuse que demain tout changerait, demain la lumière serait faite. Mais dans les ombres du sanatorium, le docteur Dubois, revenu plus tôt que prévu, et alerté par une intuition glaciale, avait déjà commencé sa propre ronde. La nuit alpine n'avait pas encore livré son secret le plus sombre. Le bureau de l'inspecteur Moreau était un sanctuaire dédié aux affaires non résolues, un îlot de désordre et de souvenirs tenaces, au milieu du commissariat moderne et aseptisé. Au centre de son bureau métallique gris, sous la lumière blafarde d'un néon, reposait le dossier ocre. C était plus qu'un simple objet. C était une relique, une capsule temporelle exhumée d'une tombe de briques et de silence. Julien Lambert le fixait, n'osant presque pas respirer. 30 ans de questions, de cauchemars, et de chagrin contenus dans ces quelques feuilles de carton usées. Il sentait le poids du regard de Moreau sur lui, un mélange de compassion professionnelle et d'une curiosité ravivée. Le dossier semblait vibrer d'une énergie propre, un murmure du passé qui attendait d'être enfin entendu. La main de Julien tremblait légèrement lorsqu'il l'effleura, le contact du papier froid et granuleux, lui envoyant un frisson qui n'avait rien à voir avec la température de la pièce. Moreau rompit le silence, sa voix rauque ancrant la scène dans la réalité procédurale. La gendarmerie locale nous l'a transmis ce matin. Il a été trouvé par ce jeune photographe, Léo, dans une aile administrative condamnée. Nos experts ont confirmé que le mur qui bloquait l'accès a été érigé à la hâte, probablement à été 1987, juste après la disparition. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin.
Officiellement, l'affaire est toujours classée comme « disparition inquiétante ». Nous n'avons jamais eu de corps, jamais eu de scène de crime. La démolition rapide du site a tout effacé. Ce dossier Lambert, c'est la première chose, la seule chose tangible que nous ayons eue en 30 ans. C'est peut-être la clé qui nous manquait, ou juste une autre impasse. Mais pour la première fois, nous avons un point de départ concret, une encre dans le passé que personne ne pourra nous enlever. Avec une précaution quasi religieuse, Julien ouvrit le dossier. Ses yeux balayèrent les graphiques et les termes médicaux incompréhensibles, cherchant une connexion, une preuve intime. Et puis il la vit. Elle, écriture. Une écriture penchée, précise, presque élégante malgré la rapidité évidente de la prise de notes. Il reconnut immédiatement la manière unique dont les « T » étaient barrés, hauts et avec une légère courbe ascendante. Un flot de souvenirs l'envahit. Hélène, assise à la table de la cuisine, l'aidant à faire ses devoirs, sa plume glissant sur le papier. Lui, enfant, fasciné par la danse de ses doigts, le souffle coupé, il releva la tête vers Moreau, ses yeux brillant d'une certitude douloureuse. « C'est elle, murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. C'est l'elle, écriture de ma tante. Je la reconnaîtrai entre mille. C'est Hélène qui a écrit ça. J'en suis absolument certain. » Moreau, bien que visiblement touché, resta le flic pragmatique qu'il avait toujours été. Il se leva sans un mot, se dirigea vers une armoire métallique rouillée, et en sortit un classeur volumineux portant L, étiquette, disparition SA. 1987. Il en extirpa une pochette plastique contenant plusieurs lettres et cartes postales jaunies par le temps. C étaient les dernières correspondances d'Hélène avec sa famille, des pièces à conviction conservées précieusement depuis 3 décennies. Il les disposa à côté du dossier ouvert. La comparaison était sans appel. Les mêmes boucles, les mêmes majuscules, la même inclinaison. Nous ferons analyser ça par un expert graphologue, pour le dossier, dit Moreau d'un ton neutre qui peinait à masquer sa propre conviction. Mais entre vous et moi, il n'y a aucun doute. Ce dossier la relie directement à ce qui s'est passé cette nuit-là. Votre tante était au cœur de l'énigme, et elle nous a laissé une trace. Leur attention se porta ensuite sur le contenu clinique du dossier. Page après page, ils déchiffrèrent le journal d'une agonie. Les notes décrivaient l'administration d'un traitement expérimental, désigné par un simple code alphanumérique, à un patient anonyme, le sujet 0. Chaque entrée était un coup de poignard. 28 juin, apparition de lésions nécrotiques au point d'injection. 29 juin, détresse respiratoire aiguë, saturation en oxygène à 75%. 30 juin, convulsion, suivie d'un coma. La froideur scientifique des descriptions contrastait violemment avec l'horreur des événements. Julien sentit une nausée monter en lui. Il imaginait Hélène, forcée de consigner la destruction d'une vie humaine, son éthique d'infirmière bafouée, sa main tremblant peut-être en écrivant ces mots monstrueux. Ce N était pas un rapport médical, C était la preuve d'une torture méthodique, documentée avec une précision terrifiante par l'une des victimes. Au dos de la couverture cartonnée, une phrase était griffonnée à la hâte, presque illisible. L'encre bleue avait bavé, comme si la main qui l'avait écrite était pressée par la peur. Il nous a découvertes, il faut garder le froid. La première partie de la phrase était une confirmation glaçante de leur pire crainte. Il, Sek, était forcément le docteur Dubois. Les infirmières avaient été démasquées dans leur enquête clandestine. Mais la seconde partie les laissa perplexes. Il faut garder le froid. Julien l'interpréta d'abord comme une métaphore. Garder son sang-froid. Ne pas paniquer. Une instruction qu'Hélène se serait donnée à elle-même ou à ses collègues dans un moment de terreur absolue. Moreau, cependant, fronçait les sourcils. Son instinct de vieux policier lui soufflant que les choses étaient rarement aussi poétiques dans les affaires criminelles. Ce message était trop spécifique, trop étrange pour N, être qu'une simple figure de style. L'inspecteur se leva, et se posta devant une grande carte murale de la région, piquée de punaises de différentes couleurs, un vestige de l'enquête initiale. 30 ans que cette affaire me hante, Lambert, dit-il en se tournant vers Julien. Et j'ai appris une chose. Les victimes, surtout quand elles savent qu'elles sont en danger, ne laissent pas de la poésie, elles laissent des indices. Des indices concrets. Gardez le froid. Ce n'est pas un conseil. C'est une instruction, une direction. Ses yeux balayaient la pièce, comme s'il cherchait quelque chose. Pensez littéralement. Dans un hôpital, qu'est-ce qui est froid? La pharmacie, pour certains médicaments. Les cuisines, avec leurs congélateurs. Et puis, il y a la morgue. Et les anciennes chambres froides. Elle ne nous disait pas comment nous sentir, elle nous disait où regarder. Elle nous a laissé une carte. L'hypothèse de Moreau fit l'effet d'un électrochoc dans l'esprit de Julien. La métaphore se brisa pour révéler une possibilité bien plus tangible et macabre.
Il se précipita vers le bureau où Moreau avait étalé les anciens plans d'architecte du sanatorium, des feuilles de papier calque fragiles et cassantes. Une chambre froide, répéta-t-il, sa voix vibrant d'une nouvelle urgence. Ensemble, penchés sur les plans, ils commencèrent à suivre les lignes et les légendes, leurs doigts traçant les contours d'un bâtiment qui n'existait plus. Le dossier N était plus seulement le récit d'un crime passé, il devenait un guide pour le présent. Il ne cherchait plus seulement la vérité dans des souvenirs et des témoignages, mais un lieu physique, un endroit précis où le froid aurait pu conserver un secret pendant 30 longues années. La question N était plus ce qui était arrivé, mais où le trouver. Leurs doigts, chargés d'une tension presque électrique, glissaient sur les plans d'architecte jaunis et cassants. Le papier calque, fragile comme une feuille morte, crissait sous la pression de leurs recherches frénétiques. Dans le silence du bureau de Moreau, chaque bruissement semblait assourdissant, un écho à la précipitation de leurs pensées. Ils ne cherchaient pas seulement un lieu, mais une anomalie, une cicatrice dans la symétrie des lignes et des mesures. Julien sentait son cœur battre au rythme de cette quête macabre, un métronome oscillant entre l'espoir vertigineux de la découverte et l'effroi de ce qu'elle impliquerait. Il scrutait les plans du sanatorium, ce labyrinthe de couloirs et de chambres, essayant d'y voir ce que sa tante avait voulu lui montrer. Il cherchait un vide, un espace qui n'aurait pas dû exister, une tombe de papier qui les mènerait à une tombe de béton. Moreau, dont les yeux avaient passé une vie à déceler les mensonges dans les rapports et les témoignages, appliquait la même méthode à ces documents inanimés. « Ne cherchez pas ce qui est là, Lambert. Cherchez ce qui n'y est plus, » murmura-t-il, sa voix rauque traçant une ligne directrice dans le chaos des plans. Les bâtiments gardent la mémoire de ce qu'ils ont été. Une porte murée, un mur déplacé. Les anciens plans trahissent toujours les nouveaux. Ils superposèrent alors les plans originaux de la construction datant des années 50, avec ceux des rénovations majeures de la fin des années 70. C était un travail de paléontologue, exhumant les strates successives de l'histoire du bâtiment. Lentement, méthodiquement, il comparait chaque section, chaque étage, chaque aile, à la recherche de la dissonance, de l'incohérence qui crierait la vérité que les murs avaient eue pendant 30 ans. Et soudain Julien le vit. Son souffle se coupa net dans sa poitrine. Sur le plan de 1958, une petite pièce carrée, d'environ 10 mètres carrés, était clairement indiquée à côté du bureau du directeur. La légende, tapée à la machine, était sans équivoque. Chambre froide, stockage pharmacie. Mais sur le plan de 1979, cette pièce avait disparu. L'espace avait été absorbé par l'agrandissement du bureau du docteur Dubois. Mais le mur extérieur n'avait pas bougé. Il n'y avait plus de porte, plus d'accès. La chambre froide était devenue une enclave fantôme, un vide architectural muré de l'intérieur, invisible et inaccessible. Julien sentit une sueur froide perler sur son front. Ce N était plus une hypothèse. C était une certitude géographique, une coordonnée précise pour l'horreur. Hélène ne leur avait pas laissé une métaphore. Elle leur avait dessiné une carte au trésor macabre. L'instinct de flic de Moreau prit immédiatement le relais, ajoutant une couche de preuves factuelles à la découverte. Il se rua vers une pile de dossiers administratifs de l'aile, époque, récupérés des archives départementales. Ses doigts agiles feuilletèrent les registres, à trouver le bon, les permis de construire et les rapports de travaux de l'aile, été 1987. La vérité s'y trouvait, cachée en pleine lumière. Un permis daté du 5 juillet 1987, 4 jours après la disparition, autorisait des travaux de renforcement structurel urgents dans l'aile de la direction. La description était vague, presque évasive, mais la localisation correspondait parfaitement. Ils n'avaient pas seulement muré la porte. Ils avaient probablement coulé une chape de béton, scellant la pièce pour Velle, éternité sous le prétexte fallacieux d'une consolidation. La dissimulation avait été planifiée et exécutée avec une rapidité et une efficacité militaire, effaçant la scène du crime avant même que l'enquête n'ait pu commencer. Une vague de nausée submergea Julien. L'image de cette chambre froide, de ce tombeau de glace improvisé, s'imprima dans son esprit avec une violence insoutenable. Il imaginait sa tante, Chantal et Sophie, leurs derniers instants passés dans cette obscurité glaciale, leurs appels à l'aide étouffés par des murs épais. La phrase « il faut garder le froid » prenait désormais tout son sens, un sens littéral, cruel et désespéré. C était leur dernier message, un testament griffonné à la hâte, une instruction pour les générations futures, un espoir fou que quelqu'un, un jour, comprendrait. Julien Dutsès, éloigné de la table, le souffle court, luttant contre les larmes de rage et de chagrin. La vérité était une chose brutale, une lame qui déchire le voile confortable de l'ignorance.
Il la voulait plus que tout, mais il sentait qu'elle allait le détruire. Moreau, bien que visiblement ébranlé, canalisa l'émotion en action. Son visage était durci, ses yeux brillaient d'une lueur froide et déterminée qu'on ne voyait plus que chez les vieux chasseurs. Ça y est, dit-il d'une voix grave. Nous l'avons. C'est plus qu'une intuition, c'est une preuve matérielle. Nous avons assez d'éléments pour demander un mandat de perquisition et d'excavation au juge d'instruction. Il posa une main sur l'épaule de Julien, un geste rare de sa part. Préparez-vous Lambert. La partie facile est terminée. Le terrain appartient aujourd'hui à un fonds d'investissement, une façade pour Pharmacorp. Leurs avocats vont nous tomber dessus comme des vautours. Ils vont tout faire pour étouffer l'affaire à nouveau. À partir de maintenant, ce n'est plus une enquête, c'est une guerre. Et nous sommes seuls. Avant de se séparer, le regard de Julien fut de nouveau attiré par le dossier ocre posé sur le bureau. Cet objet, qui quelques heures plus tôt était qu'un artefact poussiéreux, avait acquis une dimension sacrée. Était la voix d'Hélène, sa détermination, son courage. Était le fil d'Ariane qu'elle leur avait laissé pour qu'ils puissent s'orienter dans le labyrinthe de mensonges du docteur Dubois. Julien le prit avec une infinie précaution, comme s'il tenait une relique. Il le glissa dans une pochette de protection, sentant le poids symbolique de ce geste. Il ne protégeait pas seulement une pièce à conviction, il protégeait la dernière volonté de sa tante, la promesse qu'elle ne serait pas oubliée. Ce dossier était leur boussole morale, le rappel constant que derrière les procédures et les batailles juridiques, il y avait 3 vies volées qui réclamaient justice. Alors qu'il rangeait les plans, le téléphone de Moreau sonna. Était un numéro masqué. L'inspecteur décrocha, son visage se figeant en une expression de concentration intense. Hélène écouta que quelques secondes, sans prononcer un mot, avant de raccrocher brutalement. Il se tourna vers Julien, ses yeux plissés par l'inquiétude. Était un ancien contact à la préfecture. Le juge a signé le mandat. Nous pouvons commencer les fouilles demain matin. Mais il y a autre chose. Il marqua une pause, et le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les paroles. Pharmacorp a été prévenu. Ils savent qu'on arrive. Quelqu'un à l'intérieur nous a trahis. La fuite ne vient pas d'un greffier, elle vient de plus haut. Beaucoup plus haut. La guerre avait commencé avant même qu'il n'arrive sur le champ de bataille. L'aube du 3 juillet 2017 se leva sur les Alpes avec une clarté cruelle, projetant des ombres longues et déformées sur les ruines du sanatorium. L'air glacial de la montagne était chargé d'une tension palpable, un mélange d'attente fébrile et de respect funèbre. Le site, autrefois ouvert au vent et aux explorateurs solitaires, était désormais ceinturé de rubans de la gendarmerie. Une excavatrice, monstre de métal jaune, attendait en silence à côté des vestiges de l'aile administrative, son bras articulé prêt à déchirer le sol en béton. Julien et Moreau se tenaient à jaune, écart, enveloppés dans le silence, observant la scène. Pour Moreau, était l'aboutissement d'une carrière hantée par échec. Pour Julien, était le moment où 30 années de questions angoissantes allaient peut-être trouver une réponse. Chaque seconde d'attente semblait étirée, alourdie par le poids des vies suspendues dans ce tombeau de pierre. Le vrombissement d'un moteur luxueux déchira soudain la quiétude matinale. Une berline noire aux vitres teintées se gara avec une arrogance calculée juste à la limite du périmètre de sécurité. 2 hommes en costume sombre, impeccablement coupés, en descendirent. Ils n'étaient pas policiers, ni journalistes. Leur démarche assurée, et leur mallette en cuir, annonçaient une autre forme d'autorité. Celle de l'argent, et du pouvoir. Maître Dubois, Maître Varin, du cabinet V&L, nous représentons le fonds d'investissement propriétaire de ce terrain, annonça le plus âgé, tendant une liasse de documents à Moreau. Était une injonction du tribunal, visant à suspendre les fouilles pour risque de contamination environnementale. La contre-attaque de Pharmacorp était lancée, frontale et immédiate. La bataille ne se jouerait pas seulement avec des pelles et des pioches, mais aussi avec des articles de loi et des procédures d'urgence. Moreau ne se laissa pas démonter. Il prit les documents, les parcourut d'un œil expert et les tendit à un de ses adjoints sans un mot. Il sortit de sa propre sacoche le mandat signé par le juge d'instruction, le brandissant comme un bouclier. « Votre injonction est une manœuvre dilatoire, maître. Nous avons un mandat pour homicide. Il prime sur vos préoccupations immobilières. » Le ton était glacial, sans appel. Sur son ordre, le silence fut brisé par le fracas assourdissant du marteau-piqueur s'attaquant à la dalle de béton de l'ancien bureau de Dubois. Le son résonnait dans la vallée comme un cri de guerre, une déclaration que la vérité cette fois ne serait pas réduite au silence. Julien ferma les yeux,
chaque impact vibrant dans sa poitrine. Il sentait que ce bruit brutal était la seule réponse possible au chuchotement et aux mensonges qui avaient duré 3 décennies. Alors que les premiers morceaux de béton volaient en éclats, le téléphone de Moreau sonna. Était son contact à la préfecture, la voix basse et urgente. La fuite est confirmée, Moreau. Elle ne vient pas du tribunal, mais directement du ministère de la Santé. Un sous-directeur qui a pris sa retraite l'an dernier siège maintenant au conseil d'administration de Pharmacorp. Les liens sont anciens, profonds. Ils ont été prévenus dès que le juge a signé. Fais attention, tu ne te bats pas contre un vieil homme, tu te bats contre un système qui a eu 30 ans pour consolider ses défenses. L'avertissement était glaçant. L'affaire changeait de dimension. Le docteur Dubois N était qu'un pion, la face visible d'une conspiration institutionnelle qui avait protégé le secret depuis le début, tissant une toile d'influence jusqu'aux plus hautes sphères de l'aile, État. L'agitation médiatique autour des fouilles produisit un résultat inattendu. Un appel parvint au standard de la gendarmerie. Au bout du fil, la voix tremblante d'un homme de 80 ans, résidant d'une maison de retraite locale. Il s'appelait Jean-Louis Perrin, et il était l'un des derniers employés d'entretien du sanatorium encore en vie. Julien et Moreau se précipitèrent à son chevet. L'homme, les mains nouées par l'arthrite, pleurait en silence. « J'ai eu peur toute ma vie, » sanglota-t-il. Cette nuit-là, la nuit du 1er juillet, j'ai vu le docteur Dubois. Il était pas seul. Il y avait 2 hommes avec lui, des gens que je n'avais jamais vus. Il supervisait des ouvriers qui coulaient du ciment dans son bureau. Il m'a vu. Il m'a dit que si je parlais, ma famille aurait un accident. J'ai gardé le silence. Que Dieu me pardonne, j'ai gardé le silence. Le témoignage de Jean-Louis était une pièce capitale, la première confirmation humaine de leurs soupçons. Il apportait des détails cruciaux qui changeaient la perspective du crime. Les 2 hommes avec le directeur, précisa-t-il, ils ne ressemblaient pas à des médecins. Ils portaient des costumes chers sous leur bleu de travail. Ils parlaient de confinement du protocole et de stérilisation du site. Ce ne sont pas des mots de médecins, n'est-ce pas? Étaient des hommes d'affaires, froids comme la glace. La description correspondait parfaitement à l'image que Julien se faisait des émissaires de Pharmacorp. Ils n'avaient pas seulement financé l'horreur, ils l'avaient orchestrée. Ils étaient présents sur les lieux, agissant comme les nettoyeurs d'une scène de crime, s'assurant que chaque trace de leur implication soit littéralement ensevelie sous des tonnes de béton. La préméditation était évidente, la complicité totale. Sur le site des fouilles, un cri retentit. Le marteau-piqueur était tu. Les ouvriers étaient écartés pour laisser la place à L, équipe de l'identité judiciaire. Sous la dalle de béton éventrée, une structure métallique sombre était apparue. Après des heures de travail minutieux, balayant la poussière et les gravats, la forme devint nette. Était le contour d'une porte en acier, sans poignée, ses gonds soudés à même le cadre. La porte de l'ancienne chambre froide. Elle était là, exactement où les plans l'avaient indiqué, une cicatrice d'acier cachée sous la peau de ciment. Un silence de mort s'abattit sur le chantier. Même les avocats de Pharmacorp semblaient avoir perdu leur assurance. Leur regard fixé sur cette porte, comme s'ils voyaient un fantôme. La vérité était plus que, à quelques centimètres, protégée par une dernière couche de métal et de mensonges. La panique des avocats était devenue le baromètre de la progression de l'enquête. Leur téléphone n'arrêtait pas de sonner. Leur voix, autrefois calme et condescendante, était maintenant tendue, chargée d'une urgence à peine contenue. Ils menaçaient Julien de poursuites pour diffamation, Moreau de sanctions disciplinaires, brandissant des articles de loi comme des armes dérisoires face à Colo, évidence qui se matérialisait sous leurs yeux. Leur nervosité était l'aveu le plus flagrant de leur culpabilité. Ils ne défendaient pas un client, ils protégeaient un empire. Un empire bâti sur des vies sacrifiées, et un secret monstrueux, dont cette porte d'acier était le coffre-fort. Julien les observait, et pour la première fois, il ne voyait plus des adversaires, mais des hommes acculés, terrifiés à l'idée que le trésor macabre qu'ils gardaient depuis si longtemps, soit enfin exposé à la lumière du jour. En fin d'après-midi, alors que telle équipe technique préparait le matériel de découpe, le téléphone de Julien vibra. Était un courriel provenant d'une adresse cryptée, sans objet. Intrigué, il l'ouvrit. Il ne contenait qu'un seul fichier image. Était le scan d'un document, un mémorandum interne de Pharmacorp, daté du 2 juillet 1987. Le texte était d'une froideur administrative terrifiante. Il mentionnait un incident critique sur le site expérimental des Alpes, ayant entraîné la perte de 3 membres du personnel local. Il autorisait un budget exceptionnel pour la stérilisation complète des locaux,
et le confinement permanent des déchets biologiques, afin d'éviter toute contamination réglementaire. C. Était la preuve écrite, l'ordre d'exécution du crime et de sa dissimulation, signé par un membre du conseil d'administration de l'époque. Un lanceur d'alerte venait de leur livrer l'arme du crime. Moreau lut le document par-dessus l'épaule de Julien, son visage se transformant en un masque de fureur contenue. Toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient avec une clarté effroyable. Le meurtre des infirmières N n'était pas la folie d'un seul homme, mais une décision d'entreprise, une ligne dans un budget, un simple calcul de gestion des risques. Ils avaient assassiné Hélène, Chantal et Sophie pour protéger les futurs profits d'un médicament. L'inspecteur sentit le poids de ses 30 années de service s'abattre sur lui. Il avait toujours cru se battre contre des criminels, des individus qui franchissaient la ligne. Aujourd'hui, il comprenait qu'il faisait face à une entité bien plus monstrueuse, un système où la vie humaine était qu'une variable d'ajustement, et où le crime, lorsqu'il est commis dans une salle de conseil, n'est plus appelé meurtre, mais gestion de crise. La nuit tombait, et la température chutait rapidement. Sous la lumière crue des projecteurs, les techniciens mirent en marche la scie à disque. Le crissement du métal contre le métal fut un son strident, une plainte déchirante qui sembla réveiller les fantômes de la montagne. Après une heure d'efforts acharnés, une ouverture fut pratiquée dans le coin supérieur de la porte. Un souffle d'air glacial, chargé d'une odeur de poussière et de temps arrêté s'en échappa. Un des experts approcha une caméra endoscopique de l'ouverture. Sur le petit écran qu'il tenait, l'image tremblait, puis se stabilisa. Dans le faisceau de la lumière infrarouge, au milieu d'une obscurité presque totale, une forme blanche apparut. Était un morceau de tissu, une manche d'uniforme d'infirmière, parfaitement conservée par le froid. Et juste à côté une chaussure. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quelle parole. Il les avait trouvés. L'image granuleuse sur le petit écran de la caméra endoscopique figea le temps. Ce simple morceau de tissu blanc, cette chaussure solitaire posée dans une obscurité de 30 ans, fut une détonation silencieuse. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds, une vague de vertige et de soulagement monstrueux le submergeant. Ils étaient là. Sa tante était là. La confirmation, froide et technique, murmurée par l'expert de l'identité judiciaire, ne fit qu'entériner ce que son cœur savait déjà. À quelques mètres de là, les avocats de Pharmacorp perdirent leur contenance. Leurs masques d'arrogance professionnelle se fissurèrent, laissant paraître une panique non dissimulée. Leurs téléphones se remirent à sonner, mais cette fois, leur voix était basse, brisée. Ils ne défendaient plus un terrain. Ils assistaient à l'exhumation de leurs plus sombres secrets. La vérité était plus une hypothèse, était une certitude de métal et de glace qui attendait d'être libérée. L'ouverture de la porte d'acier fut une opération chirurgicale, une cérémonie macabre, orchestrée par le son strident du découpeur plasma. Chaque étincelle qui jaillissait dans la pénombre grandissante était une insulte à la violence silencieuse qui, était déroulée derrière cette plaque de métal. Julien regardait, hypnotisé et horrifié, chaque centimètre de métal découpé le rapprochant d'une vision qu'il redoutait autant qu'il l'espérait. Moreau, le visage impénétrable, dirigeait les opérations avec une précision de fer, s'assurant que chaque étape soit filmée, photographiée, documentée. Il ne laisserait aucune faille procédurale, permettre aux coupables de échapper une seconde fois. L'air était chargé d'une solennité écrasante. Les techniciens, les gendarmes, même les journalistes tenus à distance, tous retenaient leur souffle, conscients d'assister à un moment historique, la résurrection forcée d'une tragédie que l'on avait cru à jamais ensevelie. Lorsque le dernier point de soudure céda, la porte bascula lourdement vers l'intérieur, libérant une bouffée d'air si froid qu'il brûla les poumons. L'odeur était celle du temps lui-même, un mélange de poussière, de produits chimiques et d'un froid qui semblait avoir une substance. La scène à l'intérieur était une fresque macabre, un tableau figé par la glace. Les 3 corps étaient là, incroyablement conservés par les températures négatives. Ils n'étaient pas étendus paisiblement. Les positions contorsionnées, les mains crispées sur des uniformes déchirés, tout témoignait d'une lutte désespérée contre un ennemi invisible. Le froid, le sommeil, la mort. Le givre recouvrait les murs, les étagères métalliques vides, et scintillait sur les cheveux des victimes comme une parure cruelle. Était une chapelle de glace et de silence, un mémorial involontaire à leur courage et à la barbarie de leurs assassins, préservé intact pendant 3 décennies. Elle, équipe de l'identité judiciaire, vêtue de combinaisons blanches intégrales,
pénétra dans la chambre froide avec un respect quasi religieux. Chaque mouvement était lent, délibéré, pour ne pas perturber la scène figée. Julien fut maintenu à distance derrière le ruban de sécurité, une torture insupportable. Il ne pouvait qu'entrevoir des éclairs de lumière, des silhouettes blanches se penchant sur les corps, et entendre les murmures étouffés des experts. Moreau se tenait à ses côtés, une présence silencieuse et solide, sa main se posant brièvement sur elle, épaule de Julien, un geste qui en disait plus que tous les mots. L'identification formelle ne prendrait que quelques heures, mais pour Julien, la reconnaissance visuelle avait déjà eu lieu. Il avait aperçu un fragment du visage de sa tante, la peau cireuse, mais les traits étrangement sereins, comme si la mort l'avait surprise dans un dernier défi silencieux. Le passé venait de le frapper en plein visage avec la brutalité d'un point de glace. La nouvelle de la découverte explosa dans les médias avec la force d'une bombe. En quelques heures, les fantômes du sanatorium des Alpes devint le titre principal de toutes les chaînes d'information. Les visages souriants d'Hélène, Chantal et Sophie tirés de vieilles photos de famille, s'affichaient sur tous les écrans. LN était plus une note de bas de page dans les archives des affaires classées, mais le symbole d'une injustice monstrueuse. Le nom du docteur Alain Dubois, jusqu'alors une icône de la philanthropie médicale, était désormais associé à une suspicion grandissante. Pharmacorp publia un communiqué de presse hâtif, se déclarant « choqué » et promettant sa pleine coopération, une manœuvre transparente pour se distancier du scandale, qui menaçait de faire imploser son image de marque soigneusement construite. La pression publique était devenue un torrent, et le barrage de silence érigé pendant 30 ans commençait à se fissurer de toutes parts. Les premiers résultats de l'autopsie tombèrent comme un verdict implacable. La mort par hypothermie N était que la conclusion d'un processus bien plus sinistre. Des doses massives d'un puissant sédatif non répertorié, le même dont le code figurait dans le dossier du sujet zéro, furent retrouvés dans l'organisme des 3 femmes. Le légiste confirma également la présence de nombreuses ecchymoses et de traces de lutte. Le scénario du crime se dessina avec une clarté effroyable. Elles avaient été droguées pour les affaiblir, puis enfermées vivantes dans cette chambre froide. Leurs bourreaux les avaient condamnées à une mort lente et consciente, les laissant glisser vers l'inconscience tandis que le froid dévorait leur vie. Ce N n'était pas un meurtre commis dans la panique, mais une exécution méthodique, planifiée avec une cruauté clinique, qui portait la signature du docteur Dubois et de ses complices. Au milieu de ce chaos médiatique et judiciaire, une nouvelle notification apparut dans la boîte de réception cryptée de Julien. Le lanceur d'alerte anonyme avait de nouveau frappé. Le message contenait cette fois une liste de noms, une galerie de portraits de l'establishment des années 80, les membres du conseil d'administration de Pharmacorp de l'Aile, Époque, des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, et même un conseiller politique influent. Un court texte accompagnait la liste. Dubois était le boucher, mais ils étaient les commanditaires. Ils ont signé l'ordre de nettoyage, et ont touché les dividendes du silence. Certains sont toujours actifs, cachés derrière des fondations ou des postes honorifiques. La conspiration N était plus une théorie, elle était une arborescence de pouvoir, un réseau d'influence qui avait acheté le silence et la justice pendant 3 décennies. L'affaire venait de prendre une dimension politique explosive. Armé de cette liste, Moreau sentit une rage froide et déterminée le galvaniser. Il sortit de sa semi-retraite pour se jeter corps et âme dans ce qui serait le dernier combat de sa carrière. Il commença à éplucher les archives, à suivre les carrières de chaque nom sur la liste. Le tableau qui émergea était celui d'une corruption systémique. Des promotions inexpliquées juste après l'affaire, des contrats de consultants grassement payés par Pharmacorp après leur départ de la fonction publique, des transferts d'argent vers des comptes en Suisse. Le silence n'avait pas été gratuit. Il avait été le produit d'une transaction, un investissement pour garantir des décennies de profit sur un médicament né dans le sang. Moreau comprit qu'il ne chassait plus seulement des meurtriers, mais les architectes d'un système où la morale était une marchandise, et la vie humaine une simple variable comptable. La surveillance autour du chalet du docteur Dubois à Annecy fut renforcée, mais l'homme de 85 ans ne montrait aucun signe de nervosité. Il continuait sa routine de notable respecté, se promenant au bord du lac, recevant des amis pour le thé, refusant de répondre aux questions des journalistes avec un sourire condescendant. Cette façade d'innocence sereine était sa dernière arme. Il se comportait non pas comme un suspect, mais comme une victime de la calomnie, un grand homme dont l'héritage était injustement sali. Ce décalage entre l'image publique du philanthrope et la réalité du monstre que l'enquête révélait était vertigineux. Pour Julien, chaque photo de Dubois dans la presse était une torture, le rappel que le mal pouvait vieillir confortablement, protégé par une fortune bâtie sur la mort et le mensonge. Face à l'avalanche de preuves, la stratégie de Pharmacorp bascula radicalement. Leur haine était plus au déni, mais au contrôle des dommages.
Leurs avocats, dans une conférence de presse surréaliste, présentèrent une nouvelle version des faits. Le docteur Dubois, disait-il, était un chercheur brillant mais instable, qui avait agi seul, outrepassant ses prérogatives dans une quête obsessionnelle de la gloire scientifique. Pharmacorp se présentait comme une victime, trompée par un homme qu'elle avait financé en toute bonne foi. Ils offrirent leurs plus sincères condoléances aux familles, et promirent la création d'une fondation à la mémoire des infirmières. Était une manœuvre cynique et brillante. Sacrifier le roi pour sauver le royaume, faire de Dubois le bouc émissaire unique pour que le système qui l'avait créé et protégé puisse continuer à prospérer en toute impunité. Julien écouta cette déclaration, le cœur rempli d'un dégoût glacial. Il ne les laisserait pas réécrire l'histoire. Il ne laisserait pas le sacrifice de sa tante être réduit à la folie d'un seul homme. Elle, était pas morte à cause d'un individu, mais parce qu'elle, était opposée à une machine de pouvoir et de profit. Avec la liste du lanceur d'alerte en main et les preuves de corruption déterrées par Moreau, il se mit à écrire. Ce ne serait pas juste un article, mais une cartographie du mal, une mise en accusation nominative de chaque rouage de la conspiration. Il allait exposer non seulement le crime, mais le système qui l'avait rendu possible. La bataille juridique était l'affaire de Moreau. La sienne était celle de la vérité, une vérité totale et sans compromis. La guerre était plus secrète, elle était désormais publique, et il allait utiliser la seule arme qu'il possédait, le pouvoir des mots, pour démolir leur empire de mensonges. Le clavier de l'ordinateur de Julien cliquetait dans le silence de son appartement parisien, un son sec et fiévreux qui se répercutait contre les murs couverts de coupures de presse. Chaque mot qu'il tapait était une brique jetée contre la forteresse de mensonges de Pharmacorp. Son article n'était pas un simple exposé, était un acte d'accusation, une cartographie méticuleuse du mal, qui reliait le docteur Dubois à chaque membre du conseil d'administration, chaque fonctionnaire complice. Il y détaillait les flux financiers, les promotions suspectes, les vies brisées. La photo d'Hélène, posée sur son bureau, semblait le regarder, l'encourager. Sa main tremblait au-dessus de la souris. Un clic. Un seul clic pour déclencher une avalanche attendue depuis 30 ans. Il ferma les yeux, inspira l'odeur de papier et de café froid, et publia. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel bruit. Le calme angoissant avant la tempête. L'impact fut instantané et cataclysmique. L'article se propagea sur Internet comme une onde de choc, partagé des milliers de fois en quelques minutes. Les téléphones se mirent à sonner, celui de Julien, celui de Moreau, ceux des rédactions de toute la France. Les noms, autrefois protégés par l'anonymat du pouvoir et du temps, étaient désormais exposés à la lumière crue de l'opinion publique. Des visages respectés, des piliers de l'industrie et de la politique, voyaient leur carrière et leur réputation se désintégrer en temps réel. La stratégie de Pharmacorp, qui consistait à sacrifier Dubois pour sauver le système, vola en éclats. Julien n'avait pas seulement accusé le boucher, il venait de mettre le feu à l'abattoir tout entier, forçant les monstres à sortir de l'ombre, paniqués et furieux, révélant la véritable étendue de la conspiration qui avait permis au sanatorium des Alpes de devenir un tombeau. Dans son bureau, l'inspecteur Moreau sentit un mélange d'admiration et de terreur en lisant l'article. Le gamin venait de déclarer la guerre à l'un des systèmes les plus puissants du pays avec pour seule arme la vérité. Était magnifique et suicidaire. Il savait que la riposte serait d'une violence inouïe. Déjà, les avocats de Pharmacorp et des personnalités incriminées préparaient leur contre-offensive, non plus pour contenir le scandale, mais pour détruire la crédibilité de son unique source. Moreau activa ses derniers réseaux, appela ses anciens contacts, se préparant à une bataille juridique et politique qui allait bien au-delà d'une simple affaire de meurtre. Julien leur avait donné une cible, mais il s'était aussi peint une cible dans le dos. Le vieux flic sentit le poids de sa promesse. Protéger le neveu d'Hélène était devenu aussi crucial que de rendre justice à Hélène elle-même, car les deux destins étaient désormais inextricablement liés. Le soir même, alors que Julien était assiégé par les appels et les menaces, une nouvelle notification apparut dans sa messagerie cryptée. Le cœur battant, il l'ouvrit. Un dernier message du lanceur d'alerte. Ils ne vous laisseront jamais gagner devant un tribunal. Le système se protège lui-même. Vous avez besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier, quelque chose qui parle directement à la conscience du public. Ceci est la voix du vu, sujet 0. Attaché au message, un fichier audio. Julien sentit un froid glacial l'envahir, plus intense que celui de la chambre froide. Était la dernière pièce du puzzle, la plus terrible, celle qui contenait non seulement la preuve du crime, mais écho de la souffrance elle-même. Il brancha son casque, ses mains moites, et appuya sur lecture, se préparant à écouter les murmures d'un fantôme. Le son qui échappa du casque était à peine audible au début, un souffle rauque,
le râle d'un homme luttant pour chaque bouffée d'air. Puis, une voix faible, suppliante, prononça quelques mots en espagnol, des bribes de prière. C. était le sujet zéro, un travailleur immigré anonyme, dans ses derniers instants. Soudain, une autre voix coupa le silence, claire, calme, dénuée de toute émotion. La voix du docteur Dubois, rythme cardiaque en chute libre, réponse pupillaire nulle. Le composé semble provoquer un effondrement systémique total en moins de 48 heures. Remarquable. Il y eut une pause, le son d'un stylo sur du papier. Note pour le protocole. Le sujet a expiré à 22h47. L'expérience est un succès. Nous tenons notre molécule. Julien arracha le casque de ses oreilles, le souffle coupé, la nausée lui tordant les entrailles. Ce N était pas de la science. C était le journal audio d'un monstre. Il appela immédiatement Moreau, sa voix un murmure étranglé. Je l'ai, la preuve ultime. Il lui fit écouter l'enregistrement par téléphone. Le silence à l'autre bout du fil était lourd, chargé d'une fureur contenue. L'enregistrement changeait tout. Ce N était plus la parole de Julien, contre celle d'un empire. C était la voix du diable lui-même, se condamnant par sa propre arrogance. Moreau comprit que cet enregistrement était l'arme qui pouvait faire tomber toutes les défenses. Ne bougez pas Lambert, n'en parlez à personne, j'arrive. Mais Julien savait ce qu'il devait faire. Cette preuve N était pas pour un tribunal, pas seulement. Elle était pour Hélène. Il devait affronter Dubois, lui faire entendre la voix de sa première victime, regarder le monstre dans les yeux, et lui montrer que le passé, finalement, N, était jamais vraiment mort. C était une nécessité viscérale, une conclusion personnelle à sa quête de 30 ans. La confrontation eut lieu au crépuscule, dans le chalet luxueux d'Annecy. Julien trouva le docteur Dubois dans son grand salon, devant une immense baie vitrée donnant sur le lac. Le vieil homme était d'un calme olympien, un verre de vin rouge à la main. Il accueillit Julien avec un sourire paternaliste et condescendant. « Jeune homme, vous causez bien des tracas pour une vieille histoire que vous ne pouvez pas comprendre. Vous devriez laisser les morts en paix. » Julien ne répondit pas. Il sortit simplement son téléphone, le posa sur la table basse en marbre entre eux. « Je ne suis pas venu parler avec vous, docteur. Je suis venu vous faire écouter quelqu'un. » Il appuya sur lecture. Le silence du salon fut brisé par le râle du sujet zéro, puis par la voix clinique de Dubois, décrivant la mort comme une réussite scientifique. Pour la première fois en 30 ans, le masque du docteur Alain Dubois se fissura, son visage se décomposa, la couleur quittant ses joues. Le sourire condescendant fut remplacé par une expression de pure haine. Le verre de vin trembla dans sa main, se brisant sur le sol dans un bruit sec. « Où avez-vous eu ça » siffla-t-il, ses yeux brillants d'une lueur démente. La façade du philanthrope respectable 6 était évaporée, révélant le psychopathe narcissique qui se cachait dessous. Il n'y avait plus de déni, plus de mensonge. Juste la rage nue d'un dieu déchu, confronté à la preuve irréfutable de sa propre monstruosité. La voix de sa victime, ressuscitée par la technologie, venait de détruire son sanctuaire de silence et d'impunité, le forçant à se regarder en face. « Elle vous avait découvert, n'est-ce pas » continua Julien, sa propre voix tremblant de rage contenue. « Hélène, Chantal et Sophie. Elles avaient trouvé vos dossiers, elles allaient tout révéler. Ce N était pas assez de les tuer, il fallait que ce soit lent, cruel, les enfermer vivantes dans le froid. » Dubois éclata d'un rire sec, un son horrible et sans joie. « Ces idiotes! Elles ont voulu jouer les héroïnes, elles n'ont pas compris que le progrès a un prix. Leur vie était insignifiante face aux millions de vies que mon travail allait sauver. » C était une confession totale, arrogante, crachée au visage de Julien. L'aveu d'un homme qui se croyait au-dessus de toute morale, un homme convaincu que son génie lui donnait le droit de vie et de mort. Il ne regrettait rien. Son seul regret était de être fait prendre. C'est à cet instant que la porte du salon s'ouvrit en grand. L'inspecteur Moreau se tenait sur le seuil, flanqué de 2 gendarmes. Il tenait un petit récepteur à la main, qui avait capté et enregistré chaque mot de la confession de Dubois. « Alain Dubois, » dit Moreau d'une voix qui résonna dans tout le chalet, « vous êtes en état d'arrestation pour les meurtres d'Hélène Lambert, Chantal Rossi, Sophie Duval, et pour meurtre avec préméditation sur un patient non identifié. » Le regard de Dubois passa de la rage à l'incrédulité la plus totale. Il avait été piégé. Le journaliste N était pas venu seul. Le vieil homme s'effondra sur son fauteuil, vaincu, son empire de mensonges écroulant autour de lui en l'espace de quelques minutes. Le son des menottes se refermant sur ses poignets parcheminés
fut le point final de 30 années de silence. Julien resta immobile, regardant la scène. Il ne ressentait aucune joie, aucune jubilation. Seulement un vide immense et douloureux. Il avait gagné. La vérité avait éclaté. Mais rien ne ramènerait sa tante. Il regarda le visage défait de Dubois, un vieil homme pathétique privé de son pouvoir, et il comprit que la vraie victoire n'était pas dans la chute du monstre, mais dans le fait de s'être battu pour que les noms de ses victimes ne soient jamais oubliés. Il avait tenu la promesse faite à l'enfant de 10 ans qu'il était, une promesse murmurée dans le silence de sa chambre, 30 ans plus tôt. La justice commençait à peine son chemin, mais pour lui, la guerre était terminée. Il sortit du chalet sans un regard en arrière, laissant le monstre à son destin. Dehors, la nuit était tombée sur le lac d'Annecy. Les premières neiges de l'hiver commençaient à tomber, de gros flocons silencieux, qui recouvraient le monde d'un manteau blanc et pur. Julien leva le visage vers le ciel, sentant le froid piquer sa peau. Était un froid différent de celui de la chambre funéraire, un froid propre, qui semblait laver l'air de toute la souillure du passé. Il pensa à Hélène, à son sourire, à sa passion pour la vérité. Il savait qu'elle aurait été fière. Le chemin serait encore long, les procès, les révélations sur le réseau Pharmacorp, mais le cœur de la bête avait été arraché. Il avait ramené leur nom à la lumière, et dans le silence ouaté de la nuit alpine, il sentit, pour la première fois depuis une éternité, un semblant de paix. Le dossier ocre, symbole de toute cette quête, était resté sur la table du salon, à côté du téléphone qui avait diffusé la voix du fantôme. Était plus seulement une pièce à conviction, mais une relique. Le témoignage du courage de 3 femmes qui avaient refusé de se taire face à l'horreur, un courage qui avait traversé 3 décennies de glace et de mensonges pour finalement triompher. L'histoire du sujet zéro et des infirmières des Alpes était plus un secret honteux murmuré dans les couloirs d'un sanatorium en ruine. Était devenu une leçon, un avertissement gravé dans la mémoire collective. Une preuve que, même face au pouvoir le plus écrasant, la vérité, si on se bat pour elle, finit toujours par trouver son chemin vers la lumière, même si elle doit pour cela traverser le plus froid et le plus long des hivers. Le procès du docteur Alain Dubois fut événement médiatique de la décennie, un spectacle macabre qui captiva et horrifia la France entière. Assis dans le box des accusés, l'homme de 85 ans, frêle et voûté, n'affichait aucun remords. Au contraire, il opposait aux accusations une arrogance glaciale, se présentant comme un pionnier de la science incompris, un visionnaire dont les méthodes non orthodoxes étaient justifiées par la noblesse de son but. Il ne niait pas les expériences, mais les qualifiait de protocoles avancés. Sa défense, orchestrée par une armée d'avocats de Pharmacorp, tentait de le dépeindre comme un génie sénile, déconnecté des réalités. Mais sa propre voix, enregistrée par Julien, le trahit. La diffusion de l'enregistrement audio, où il décrivait la mort du sujet zéro comme un succès, résonna dans le silence glacial du tribunal comme le son de sa propre condamnation, scellant son destin. Après des semaines de débats houleux et de témoignages poignants, le verdict tomba avec la force d'un coup près. La cour d'assises reconnut Alain Dubois coupable de la totalité des chefs d'accusation, séquestration, administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort, et meurtre avec préméditation sur les personnes d'Hélène Lambert, Chantal Rossi, Sophie Duval, et d'un patient non identifié. La sentence fut la plus lourde possible. La réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Dans la salle d'audience, Julien ne ressentit ni joie, ni triomphe. Seulement un vide immense, une fatigue infinie. Le monstre était enfin mis en cage. Mais sa capture ne pouvait effacer 30 années de douleur. La justice était rendue, mais la paix était une autre affaire. Un chemin qu'il devrait désormais apprendre à parcourir seul, sans l'obsession qui avait guidé sa vie. Les répercussions pour Pharmacorp furent cataclysmiques. Un tsunami financier et réputationnel, qui ébranla les fondations du géant pharmaceutique. L'article de Julien, corroboré par les preuves accablantes du procès, déclencha une série d'enquêtes internationales. Le cours de l'action s'effondra, effaçant des milliards d'euros de capitalisation boursière en quelques jours. Le PDG et la moitié du conseil d'administration furent contraints à une démission humiliante. Le groupe fut condamné à des amendes records pour homicide involontaire par personne morale, entrave à la justice et corruption active. Mais le plus grand dommage fut immatériel. La confiance du public, si soigneusement cultivée à travers des décennies de marketing, était brisée. Pharmacorp devint le symbole de la cupidité et de la déshumanisation de l'industrie, une cicatrice indélébile sur le visage de la médecine moderne. Le scandale, tel un poison, s'infiltra dans les veines du pouvoir politique. La liste fournie par le lanceur d'alerte, rendue publique par Julien, força la création d'une commission d'enquête parlementaire. D'anciens ministres de la Santé,
Des hauts fonctionnaires et des conseillers politiques, désormais à la retraite mais toujours influents, furent appelés à la barre. Leurs témoignages embarrassés, et leurs dénégations maladroites, ne firent que confirmer l'existence d'un pacte du silence, qui avait duré 30 ans. L'enquête révéla un système de corruption endémique, des autorisations de mise sur le marché accélérées en échange de financement de partis, des postes de consultants grassement rémunérés chez Pharmacorp offerts à des fonctionnaires juste après leur départ de la fonction publique. La République découvrait avec horreur que le crime du sanatorium des Alpes-N n'était pas l'acte d'un seul monstre, mais le fruit d'une culture de collusion, où la santé publique avait été sacrifiée sur l'autel des intérêts privés. Le destin du médicament, né dans le sang et le mensonge, fut l'un des aspects les plus choquants de l'affaire. L'enquête révéla que la molécule, après avoir été légèrement modifiée pour masquer ses effets les plus mortels, avait été commercialisée sous un autre nom au début des années 90. Elle avait généré des milliards de profits pour Pharmacorp, devenant un traitement de référence pour certaines affections respiratoires. La révélation provoqua un scandale sanitaire mondial. Le médicament fut immédiatement retiré de tous les marchés. Des milliers de patients, qui souffraient d'effets secondaires inexpliqués depuis des années, comprirent enfin l'origine de leurs maux. Des recours collectifs furent lancés dans des dizaines de pays, transformant le succès commercial de Pharmacorp en un désastre juridique et humain sans précédent. La molécule miracle du docteur Dubois achevait sa course comme un poison universel. Grâce à la diffusion de l'enregistrement audio et des derniers mots du sujet zéro en espagnol, l'impensable se produisit. Un appel arriva d'un petit village d'Andalousie. Un vieil homme reconnut l'histoire de son frère, Miguel, parti travailler comme saisonnier en France en 1987, et dont il n'avait plus jamais eu de nouvelles. Les tests ADN confirmèrent l'identité. Le fantôme avait enfin un nom. Miguel N. était plus un simple numéro de dossier, mais un homme avec une famille, une histoire, un visage. Son rapatriement et ses funérailles, 30 ans après sa mort solitaire, furent un moment d'une intense émotion. Il fut enterré dans le cimetière de son village natal, sous le soleil d'Espagne, loin du froid des Alpes qui avait été son linceul. Son nom fut ajouté à l'acte d'accusation, transformant le procès en un symbole de justice pour tous les oubliés de la société. Après le verdict, Julien S. s'éloigna du tumulte médiatique qu'il avait lui-même créé. Il refusa les interviews, les plateaux de télévision, les offres de livres. Il prit un avion pour l'Andalousie et assista, anonymement, aux funérailles de Miguel. Dans ce petit village blanc écrasé de soleil, au milieu des pleurs d'une famille qu'il ne connaissait pas, il sentit un lien profond avec cet homme qu'il n'avait jamais rencontré. Ils étaient tous deux des victimes du même mal. Il écrivit un dernier article, non pas une enquête, mais un hommage. Un texte simple et puissant qui redonnait leur humanité à Hélène, Chantal, Sophie et Miguel, les sortant de la catégorie des victimes pour les rendre à leur statut êtres humains aimés et pleurés. Était sa façon de clore le chapitre, de transformer la rage en mémoire. Pour l'inspecteur Moreau, la condamnation de Dubois marqua la fin d'une longue et douloureuse carrière. Le lendemain du verdict, il signa ses papiers de retraite. Il ne fit aucune déclaration. Il se contenta de vider son bureau, ce sanctuaire de doute, et échec. Il rangea méticuleusement les archives de l'affaire du sanatorium, non pas dans les cartons destinés à la destruction, mais dans sa propre malle personnelle. Il avait enfin vaincu le fantôme qui hantait ses nuits depuis 3 décennies. En quittant le commissariat pour la dernière fois, il ne se retourna pas. Il marchait d'un pas plus léger, celui d'un homme qui a enfin payé sa dette envers le passé, et qui peut, sans remords, regarder vers l'horizon d'une vie enfin apaisée, loin des sirènes et du sang. Le sacrifice d'Hélène, Chantal et Sophie ne fut pas vain. Leur histoire, tragique et héroïque, dépassa rapidement le simple fait divers pour devenir un symbole national de la résistance éthique face à la corruption systémique. Hélène étaient plus seulement des victimes, mais des martyrs de la déontologie médicale. Un collectif de médecins, de soignants et de familles de patients créa la Fondation Les Infirmières des Alpes, une organisation dédiée à la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur de la santé. Des bourses furent créées en leur nom pour encourager les jeunes soignants à placer éthique au-dessus de tout. Leur courage, autrefois murmuré dans les couloirs d'un sanatorium isolé, était désormais enseigné dans les facultés de médecine, un rappel permanent que le serment d'Hippocrate n'est pas une suggestion, mais un engagement sacré. Les ruines du sanatorium des Alpes, théâtre de tant d'horreurs, ne devinrent pas le complexe hôtelier de luxe que Pharmacorp avait projeté. Après une longue bataille juridique, le terrain fut racheté par État. Les derniers vestiges du bâtiment furent rasés, et le site fut transformé en un parc mémorial, un lieu de silence et de contemplation. À l'endroit exact où se trouvait l'ancienne chambre froide, une simple stèle de granit fut érigée. On y grava les 4 noms. Hélène Lambert,
Chantal Rossi, Sophie Duval, Miguel Garcia. Et en dessous, une phrase tirée de la dernière lettre d'Hélène à sa sœur, « Dis à Julien de ne jamais laisser personne lui dire que la vérité est trop compliquée. C'est la chose la plus simple au monde, même si elle fait peur. » Julien Lambert ne retourna jamais au journalisme d'investigation traditionnel. La quête qui avait consumé sa vie d'adulte était terminée. Il comprit que son combat haine était pas seulement contre un homme ou une entreprise, mais contre l'oubli. Avec l'avance obtenue pour le livre qu'il finit par écrire sur l'affaire, il créa une petite fondation et un média en ligne indépendant, Voix oubliées, dédié à enquêter sur des affaires classées, et à raconter les histoires de victimes anonymes d'injustice systémique. Il avait transformé sa douleur personnelle en une mission universelle. Il était plus le neveu en quête de vengeance, mais un gardien de la mémoire, donnant une voix à ceux que le pouvoir et le temps avaient tenté de réduire au silence, trouvant ainsi un nouveau but, une nouvelle façon d'honorer sa tante. L'identité du lanceur d'alerte ne fut jamais révélée. Malgré toutes les tentatives des médias et de la justice pour le démasquer, il ou elle resta une ombre, un fantôme bienveillant dans la machine. Julien ne chercha jamais à savoir qui se cachait derrière l'adresse cryptée. Il comprenait que cet anonymat était la clé de la pureté de l'acte. Était la preuve que des individus, au cœur même des systèmes les plus corrompus, pouvaient encore agir selon leur conscience, sans chercher ni gloire ni récompense. Ce héros silencieux était le contrepoint parfait au narcissisme monstrueux du docteur Dubois, un rappel que le courage le plus authentique est souvent celui qui ne se montre jamais à la lumière du jour, agissant simplement parce que c'est la chose juste à faire. Des années plus tard, un jour d'hiver, Julien retourna au parc mémorial. La neige tombait doucement, recouvrant le paysage d'un silence paisible. Il se tint devant la stèle, lisant les noms gravés dans la pierre froide. Il n'y avait plus de colère, plus de chagrin brûlant, seulement une mélancolie douce et une profonde gratitude. Le froid qu'il avait hanté toute sa vie, ce froid symbolique de la mort et du secret, avait laissé place à la fraîcheur pure de l'air des montagnes. Il toucha le nom d'Hélène, un simple geste de connexion à travers le temps. Les questions avaient trouvé leur réponse. La vérité, autrefois ensevelie sous la glace et le béton, était désormais gravée dans la pierre, un témoignage éternel que même le plus long des silences peut être brisé par la force d'une promesse. Le dossier ocre ne repose plus sur le bureau poussiéreux d'un inspecteur. Il est aujourd'hui conservé sous une vitre stérile, au cœur des archives nationales, classé comme une pièce maîtresse de l'histoire judiciaire française du XXIe siècle. Cet objet, autrefois simple amas de carton et de papier, a transcendé sa nature matérielle pour devenir une relique. Il n'est plus seulement la preuve d'un crime, mais le symbole tangible du courage, un testament qui a traversé 30 années de glace et de silence pour livrer sa vérité. Les visiteurs qui défilent devant lui peuvent y voir bien plus que des notes médicales. Ils y voient la voix d'Hélène, la détermination de Chantal, le sacrifice de Sophie. Ils y voient la preuve qu'un secret, aussi profondément enterré soit-il, conserve une énergie propre, une force qui attend patiemment le jour où une main curieuse viendra briser le sceau et laisser la lumière inonder les ténèbres. Pour Julien Lambert, la fin du procès ne fut pas une conclusion, mais une renaissance. L'obsession qui avait été le moteur et la prison de sa vie s'est dissoute, laissant derrière elle non pas un vide, mais un espace pour construire. Il n'est plus le neveu hanté par un fantôme, mais l'héritier d'un combat. Sa fondation, Voix oubliées, est devenue son exutoire, transformant sa quête personnelle en une mission universelle. Il a compris que rendre justice à sa tante ne signifiait pas seulement faire condamner ses assassins, mais s'assurer que son courage inspire d'autres à parler. En donnant une voix à ceux que le système avait rendus muets, il a trouvé une forme de paix que la vengeance ne lui aurait jamais offerte. Chaque affaire résolue, chaque vérité exhumée, est une fleur déposée sur la tombe d'Hélène, une promesse tenue non plus par la rage, mais par un engagement inébranlable envers la mémoire et la dignité humaine. L'onde de choc de l'affaire du sanatorium des Alpes a profondément remodelé le paysage éthique et juridique en France. Le scandale a forcé une introspection nationale sur les liens incestueux entre l'industrie pharmaceutique, le corps médical et le pouvoir politique. De nouvelles lois, surnommées « loi Hélène Lambert », furent votées pour renforcer drastiquement la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur de la santé et pour garantir une transparence absolue des essais cliniques. Les noms des 3 infirmières, autrefois murmurés comme une légende tragique, sont désormais gravés dans la conscience collective, étudiés dans les facultés de médecine comme l'exemple ultime de l'intégrité professionnelle face à la barbarie institutionnelle. Leur sacrifice, initialement écrasé par le silence, est devenu le catalyseur d'un changement durable, prouvant que même dans la défaite apparente,
un acte de courage peut planter les graines d'une victoire future. Le sort des coupables fut une lente descente dans l'ignominie. Le docteur Alain Dubois mourut en prison 4 ans après sa condamnation, seul, oublié de tous ceux qui l'avaient autrefois adulé. Son nom, jadis synonyme d'excellence, est devenu une insulte, l'incarnation du serment d'Hippocrate trahi. Les dirigeants de Pharmacorp, impliqués dans la conspiration, bien que condamnés à des peines plus légères, virent leurs carrières anéanties, et leur nom, à jamais associé au scandale. Leur tentative de se cacher derrière le bouclier de la responsabilité morale de l'entreprise s'est avérée vaine. La justice, bien que tardive, a démontré que l'impunité conférée par le pouvoir et l'argent n'est pas éternelle. Le système qu'ils avaient bâti pour se protéger a fini par les dévorer, rappelant au monde qu'il n'existe pas de mur assez épais pour contenir une vérité dont l'heure est venue. Là où se dressait autrefois le squelette de béton du sanatorium, S, étant aujourd'hui un parc mémorial d'une beauté sobre et poignante. La nature a repris ses droits, effaçant les cicatrices de l'horreur sous un tapis de fleurs sauvages et de pins majestueux. Le silence qui y règne n'est plus celui de l'oppression et du secret, mais celui de la contemplation et du respect. Au centre du parc, là où la chambre froide a été découverte, une simple stèle de granit se dresse face au sommet enneigé. 4 noms y sont gravés. Il n'y a pas de long discours, pas d'effusion pathétique. Juste ces noms. Et la montagne pour témoin. C'est un lieu où le passé et le présent coexistent. Où la beauté de la nature sert de baume sur les blessures de l'histoire. Un rappel silencieux que même après la plus sombre des nuits, l'aube finit toujours par se lever. L'identité du lanceur d'alerte est restée le dernier grand mystère de cette affaire. Une énigme que ni Julien ni Moreau n'ont jamais cherché à résoudre. Cette ombre bienveillante, tapie au cœur du système corrompu de Pharmacorp, a agi sans jamais réclamer la lumière. Son anonymat est peut-être le message le plus puissant de toute cette histoire. Le courage n'a pas toujours besoin d'un visage. Il peut être un courriel crypté, un document scanné à la hâte, un acte de conscience silencieux accompli au péril de sa propre sécurité. Dans un monde obsédé par la reconnaissance et la célébrité, ce héros inconnu incarne une forme de résistance plus pure, plus essentielle. Il ou elle est la preuve vivante qu'une seule personne, armée de sa seule conscience, peut faire basculer un empire, rappelant que l'intégrité est un choix individuel avant d'être une vertu collective. Le froid qui fut le fil conducteur macabre de cette histoire, a finalement changé de nature. Il a commencé comme l'arme du crime, le gardien glacial des corps, le symbole de la cruauté clinique du docteur Dubois, et de la froideur calculatrice de Pharmacorp. Était un froid qui gelait le sang, qui paralysait la justice. Mais au fil de l'enquête, à mesure que la vérité se réchauffait sous la lumière de l'attention publique, ce froid s'est transformé. Il est devenu le froid pur de l'air des montagnes, le froid limpide de la vérité enfin révélée. Aujourd'hui, lorsque Julien se rend au mémorial, il sent le vent des Alpes sur son visage non plus comme une morsure du passé, mais comme une caresse purificatrice. Le froid a été vaincu, non pas par le feu de la vengeance, mais par la chaleur de la mémoire et la lumière de la justice. Cette histoire est terminée, mais elle nous laisse face à une question aussi vertigineuse que les sommets qui l'ont abritée. Combien de sanatoriums des Alpes existent encore, dissimulés derrière les façades respectables de nos institutions? Combien de sujets zéro souffrent en silence, leur vie considérée comme de simples variables dans les équations froides du profit et du pouvoir? L'affaire Dubois n'est peut-être pas une aberration monstrueuse, mais simplement la partie visible d'un iceberg de cynisme et de déshumanisation. Elle nous force à regarder notre monde avec un œil plus critique, à nous demander qui sont les victimes silencieuses des progrès que nous célébrons. Car si une telle horreur a pu rester cachée pendant 30 ans, combien d'autres attendent, dans le froid et l'ombre, qu'un simple dossier soit ouvert, pour que leur histoire puisse enfin être racontée? L'histoire du sanatorium des Alpes est une cicatrice sur la conscience de notre temps, mais c'est aussi un phare d'espoir. Elle nous rappelle que, face à l'injustice, l'oubli est le véritable ennemi et que la mémoire est notre arme la plus puissante. Si ce récit vous a touché, aidez-nous à continuer de briser les murs du silence. Aimez, partagez, et surtout, n'oubliez jamais les leçons que nous venons d'apprendre ensemble. Car le courage d'une seule personne peut initier le changement, mais c'est la mémoire collective qui garantit que l'horreur ne se répétera jamais. Et cela, c'est une responsabilité qui nous incombe à tous. L'histoire que nous venons de vous raconter n'est que le début de quelque chose de bien plus grand.